Alors, combien j'ai perdu en bourse? Est-ce que l'investissement dans les dividendes est toujours d'actualité? Que faire dans cette période de krach et de baisse des dividendes? Doit-on investir en bourse aujourd'hui? Bonjour les rentiers de la bourse, je m'appelle Bertrand et je vous accompagne depuis 2016 dans vos investissements boursiers sur mon site de revenus-et-dividendes.com ainsi que sur ma chaîne YouTube du même nom. Je suis rentier grâce à la bourse depuis 2016 et je partage avec vous ma méthode pour gagner votre salaire grâce à la bourse. Je suis aussi l'auteur du livre Gagner en bourse grâce aux dividendes que vous pouvez trouver chez Amazon et dans lequel j'explique ma méthode d'investissement dans les dividendes. En ce moment d'ailleurs, mon livre est toujours disponible mais uniquement en version numérique. Alors, je sais, vous êtes nombreux à vous demander si, en cette période difficile, je suis enterré sous terre ou en train de manger les pissenlits par la racine, comme disait mon grand-père. Eh bien non, rassurez-vous ou détrompez-vous pour mes détracteurs. Je suis toujours vivant et plus que jamais présent pour partager avec vous ma passion de l'investissement en bourse dans les dividendes. En cette période de krach boursier, je vais répondre dans cette vidéo concrètement et en toute transparence aux nombreuses questions que je reçois et que vous vous posez certainement. Combien j'ai perdu en bourse? Est-ce qu'on peut toujours investir dans les dividendes? Que faire en cette période de krach boursier? Est-ce que la bourse va remonter? Est-ce que c'est le bon moment pour investir en bourse? Que faire en cas de baisse des dividendes? Y a-t-il encore des actions à dividendes de qualité? Alors attention, je vous préviens tout de suite. Celles et ceux qui me suivent sur ma chaîne ou mon site le savent déjà. Attendez-vous à ce que mon avis ne soit pas celui de la pensée unique ambiante. Préparez-vous à un discours politiquement incorrect. Car mon objectif ici est de vous donner une vision différente de celle que vous pouvez avoir en écoutant les médias, une vision globale à long terme et également comparative de la situation que nous vivons. Mon but est également de prendre du recul, de relativiser et de mettre en perspective les informations qui peuvent déformer en grande partie la réalité. Je vais même vous dire tous les avantages que je vois dans cette baisse de la bourse. Et croyez-moi, il y en a beaucoup lorsqu'on investit comme moi dans les dividendes sur un horizon de long terme. Je vous donnerai également mon avis sur les gesticulations actuelles de notre gouvernement qui, loin d'agir dans l'intérêt général, adopte vis-à-vis du versement des dividendes une posture idéologique malsaine, mais surtout inefficace, absurde et contraire aux intérêts de l'État et des Français. Alors dans cette vidéo, certes, on va parler d'argent. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire que s'il y a bien une chose que cette crise sanitaire nous rappelle, c'est qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. S'il y a bien une chose que cette crise sanitaire nous rappelle, c'est que la santé est un des biens les plus précieux. Dans ces moments difficiles, rappelons-nous l'importance d'être en bonne santé et surtout en vie. Avant de penser à gagner de l'argent, pensons bien à profiter du moment présent, à profiter de la vie, à nous rapprocher de ceux qui nous sont chers. C'est le choix que j'ai fait il y a maintenant 4 ans en choisissant la retraite à 46 ans. Et je peux vous dire que je ne le regrette absolument pas, même dans des moments comme cela. Alors aujourd'hui, ma pensée va d'abord vers chacun et chacune d'entre vous. Portez-vous bien avant tout et protégez votre bien le plus précieux, la santé. Car la santé n'a pas de prix et elle a une valeur que rien d'autre ne pourra jamais égaler, pas même l'argent. Bon voilà, après cette introduction bien utile pour relativiser la suite, on y va! Alors, je vais commencer par répondre à la question que la plupart d'entre vous se posent. Combien est-ce que j'ai perdu en bourse? Encore une fois, je vais faire preuve d'une transparence totale, comme à mon habitude. J'espère que vous apprécierez, car ils sont peu nombreux à le faire, surtout en ce moment. Alors, pour mes nombreux détracteurs qui attendaient depuis longtemps cette crise boursière, je vais les rassurer. Mon portefeuille a bien baissé au mois de mars. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que j'ai vécu le mois dernier, voilà quelques chiffres. Par rapport à la valeur de mon portefeuille au 1er janvier, le 2 mars, mon portefeuille avait baissé d'environ 80 000 euros. À ce stade, rien de grave, une baisse de seulement 15%. Ça passe. Le 12 mars, je constate une baisse de 196 000 euros de la valeur de mon portefeuille. Là, ça devient lourd puisqu'on est à moins 38%. Le 16 mars, ça continue. La baisse atteint 225 000 euros. Mais je n'avais pas encore atteint le plancher puisque le 18 mars, la baisse est de 250 000 euros. À ce niveau, c'est bien simple. Le niveau de mon portefeuille était alors inférieur au montant investi lorsque j'ai commencé l'investissement dans les dividendes en 2012. Depuis, la baisse de mon portefeuille a été réduite à moins 190 000 euros au 1er avril. Dans cette période de krach brutal, j'ai subi des mouvements tellement violents qu'il faut le voir
pour le croire. Il n'était pas rare que mon portefeuille d'actions américaines ait eu des variations de moins 15% un jour et de plus 20% le lendemain. J'ai même eu une action qui un jour dévissait de 45% et le lendemain faisait plus 174%. Pour le surlendemain faire moins 35%. Hallucinant. Alors, est-ce que c'est grave ? Pour moi, à ce stade, rien de grave à cela. Premièrement, ce montant de baisse d'environ 200 000 € est exactement celui que j'avais prévu lorsque j'ai commencé mes investissements. J'ai fait d'ailleurs une vidéo en 2016 sur ce sujet que vous pouvez retrouver en cliquant en haut de cette vidéo. Je m'y étais donc préparé. Mais je vais être franc, s'y préparer n'empêche pas d'avoir des coups de chaud lorsque cela arrive. Clairement, le fait de m'être préparé m'a permis d'accepter la situation et d'y faire face. Car n'en déplaise à mes détracteurs, je parle ici de baisse, mais pas de perte. Factuellement, je n'ai rien perdu car je n'ai rien vendu. Cela ne veut pas dire que je vais ne pas faire des ajustements dans mon portefeuille, mais en tout cas, je n'ai rien vendu pendant le crack du mois de mars. Ensuite, la baisse des cours de bourse ne présente pas que des désavantages. Il y a même deux avantages fiscaux très concrets. D'une part, la fiscalité de mes retraits de PEA va baisser significativement cette année. J'ai calculé qu'au niveau actuel, mes revenus nets vont augmenter d'environ 700 à 800 € cette année par rapport à l'année dernière du fait de la baisse des prélèvements sociaux lors de mes retraits du PEA. Concrètement, cela signifie qu'une éventuelle baisse de mes revenus de dividendes pourra être compensée par cette baisse de la fiscalité. D'autre part, en cas d'ajustement de mon portefeuille d'actions américaines, je vais pouvoir comptabiliser des moins-values bien utiles qui viendront en déduction de mes futures plus-values. Et vous allez voir qu'il y a bien d'autres avantages à cette baisse des cours. Je vais d'ailleurs y revenir plus loin. Alors je sais, vous allez me dire, bon ok Bertrand, c'est cohérent avec ce que tu nous dis depuis tout le temps. Ton objectif d'investissement n'est pas la plus-value. Mais là, du côté des dividendes, c'est quand même la bérésina. Toutes les sociétés coupent leurs dividendes. Est-ce que tu vas recevoir des dividendes? Est-ce que l'investissement dans les dividendes est toujours possible? Très bonne question. Pour y répondre, il est d'abord important et utile de savoir de quoi on parle. Pour ce faire, je vous propose de vous donner une vision globale, factuelle et comparée de la situation actuelle tant en France qu'à l'étranger concernant les annonces de dividendes. Depuis début mars, j'ai décidé de suivre et de mettre à jour une liste des annonces des dividendes des sociétés françaises, anglaises et américaines suite à cette crise du coronavirus. Vous pouvez d'ailleurs consulter cette liste actualisée chaque jour dans l'article sous cette vidéo. Pour cette liste, j'ai compilé toutes les annonces des 120 sociétés qui composent le SBF 120. Au moment où je tourne cette vidéo, sur cette liste de 120 sociétés, 26 ont annulé ou suspendu leurs dividendes et 15 l'ont réduit. Cela représente environ 34% des sociétés. Autrement dit, 66% des sociétés du SBF 120 n'ont ni réduit, ni annulé, ni suspendu leurs dividendes pour 2020. Alors certes, je sais que cette liste va s'allonger, en particulier si on prend en compte les futures baisses des sociétés dont l'État est actionnaire. Mais au final, je pense qu'on sera autour de 50% des sociétés françaises du SBF 120 qui décideront d'annuler ou baisser leurs dividendes. On est quand même loin de la vision erronée qu'en ont certains qui pensent, comme je l'ai vu dans mon site sur certains commentaires, qu'il y a plus de dividendes ou que 80% des sociétés françaises vont couper leurs dividendes. Et d'ailleurs, je signale que dans ce torrent d'annonces de baisse de dividendes, plusieurs sociétés ont bien annoncé le maintien ou l'augmentation de leurs dividendes. Certaines l'ont déjà versé d'ailleurs. Alors certes, celles qui ont réduit ou coupé leurs dividendes font partie des plus grosses sociétés de la bourse parisienne et sont connues de chacun d'entre nous. De plus, en valeur absolue, elles représentent la majeure partie des dividendes versés. Les annulations ou réductions de dividendes représentent ainsi près des 2/3 des dividendes prévus initialement cette année. Mais si ces montants sont impressionnants, à titre individuel, ils n'ont absolument aucun sens. Qu'une société verse 100 000 € ou 10 milliards d'euros de dividendes ne change rien au rendement de l'action. C'est d'ailleurs pour cela que lorsqu'on entend les annonces des dividendes records, les médias parlent en valeur absolue et cela signifie en rien que vos dividendes versés seront records. L'impact en valeur absolue de 1% de hausse du dividende total est bien supérieur à l'impact de 10% de hausse du dividende d'ArcelorMittal par exemple. Alors, il est vrai que cette vision apocalyptique est renforcée par l'attitude du gouvernement qui exhorte les sociétés à ne pas verser ou à réduire leurs dividendes par solidarité. Là aussi, il faut vraiment le voir pour le croire. Si on peut comprendre cette demande pour le cas des sociétés ayant recours à l'aide de l'État, cela n'a aucun sens dans les autres cas. Je n'aurais jamais imaginé un tel niveau de bêtise et d'absurdité
au sommet de l'État. Quand on sait que les entreprises françaises sont parmi les plus taxées au monde, parler de manque de solidarité de la part des entreprises, il y a vraiment de quoi se poser la question de la santé de nos ministres. S'ils n'ont pas chopé le coronavirus, en tout cas, ils ont chopé le virus de l'incompétence crasse. De plus, au niveau des actionnaires, quand on sait que la bourse a perdu près de 30% sur le premier trimestre, je ne vois vraiment pas en quoi la réduction des dividendes serait un acte de solidarité. La solidarité pour le gouvernement, c'est bien simple. C'est perdre 2 fois. Une fois sur la baisse des cours de bourse et une deuxième fois sur le montant des dividendes versés. On pourrait même dire 3 fois pour un salarié ou un indépendant qui perd aussi sur ses revenus d'activité principale. Mais pour le gouvernement, cela n'existe tout simplement pas. Vous ne pouvez pas être à la fois salarié et investisseur. C'est hors de pensée de son champ de réflexion étriqué. Il veut mettre les gens dans des cases, dans des boîtes. À ce jeu-là, les salariés sont des bons Français et les actionnaires des salauds de Français. C'est d'autant plus affligeant quand on se rappelle comment le ministre de l'économie voulait faire de la France un modèle mondial de l'actionnariat salarié. Ce qui est d'ailleurs le cas. En 2016, c'est quand même près de 1 milliard d'euros de dividendes que les salariés actionnaires ont reçus et que le gouvernement veut aujourd'hui interdire ou réduire. Cherchez l'erreur. À ce petit jeu aussi ridicule qu'absurde de la rhétorique de la solidarité, on pourrait même inverser les choses et demander d'être dédommagé de l'absence des dividendes versés suite à la pression gouvernementale. Il est quand même clair que l'État a spolié en toute légalité des milliers de Françaises et de Français. En tant qu'actionnaire, la vraie solidarité nationale devrait s'appliquer puisqu'on a perdu 2 voire 3 fois plus que ceux qui ne sont pas actionnaires. Je ne vous cache pas que cette idée m'a été suggérée par un de mes lecteurs. Si j'ai trouvé au départ cette idée farfelue, à la réflexion, on pourrait se demander pourquoi la vraie solidarité ne serait finalement pas en sens inverse. Sans compter que la demande de baisser les dividendes est totalement absurde pour l'État puisqu'il est doublement bénéficiaire des dividendes. D'abord par l'intermédiaire des taxes et impôts. En 2016, il faut savoir quand même qu'il a reçu environ 10 milliards d'impôts et taxes diverses provenant des versements de dividendes. Ensuite, il est clairement associé aux gains liés aux distributions de dividendes en tant qu'actionnaire de référence puisqu'il détient environ 3% du capital du CAC 40. En 2018, c'est 2,8 milliards d'euros de recettes qui ont été ainsi perçus grâce aux dividendes. Vous voyez donc l'absurdité de cette demande de ne plus verser de dividendes. Si les entreprises arrêtaient de verser des dividendes, l'État se priverait de près de 13 milliards de recettes fiscales. C'est totalement hallucinant au moment même où son déficit est en train d'exploser et où il a le plus besoin de recettes pour juguler les effets de la crise. Et le pire, c'est que pour compenser cette baisse, il va bien évidemment augmenter les impôts. On marche sur la tête. Le versement de dividendes, c'est d'abord une manne pour l'État. Alors quand j'entends ça, moi, je comprends la démarche de la CFDT et avec Bruno Le Maire, nous pensons que, pour commencer, pour les entreprises où l'État est actionnaire, même minoritaire, on va leur demander de ne pas verser de dividendes, en tout cas des particuliers, des individus. Ça me fait penser à ça. Troisième raison que je voudrais évoquer ici, c'est que malgré la baisse de la participation de l'État, la Française des Jeux restera dirigée par l'État avant tout dans ses propres intérêts et non celui des actionnaires. Quand on voit comment l'État dirige de facto Renault avec 15% des parts, quand on voit comment l'État s'immisce dans la gestion d'Orange avec 13% des actions, il n'y a pas de doute qu'avec 20% dans la Française des Jeux, l'État continuera à diriger de fait la Française des Jeux. L'État gardera notamment la main sur la nomination des présidents, directeurs généraux et directeurs généraux délégués. Et il le fera avant tout dans ses intérêts financiers et dans les intérêts électoraux de son gouvernement. Au final, vous pouvez être sûr d'une chose, les actionnaires seront le dernier souci de l'État et de la Française des Jeux une fois que vous aurez acheté vos actions. L'État n'aura tout simplement plus rien à faire de vous, actionnaires. Quand on voit comment le ministre de l'économie a fait la danse du ventre sur tous les plateaux télé en novembre dernier pour prendre le pognon des Françaises et des Français avec l'introduction de la Française des Jeux, quand on se rappelle comment il avait il y a encore 6 mois des trémolos dans la voix pour vanter les mérites de l'actionnariat populaire, on se dit encore une fois qu'on a affaire à des manipulateurs qui n'ont rien à envier à Madoff. Mais bien sûr, je ne suis pas dupe. Tout cela sert à éviter les questions dérangeantes sur la destination de nos impôts et taxes les plus élevés au monde. Pointer du doigt les actionnaires, trouver des boucs émissaires est bien la meilleure façon de se dédouaner de ces incompétences. Et puis, de toute façon, ce n'est bien sûr pas fini puisque d'ici quelques années, les hausses d'impôts vont être stratosphériques.
Ce ne sera plus les champions du monde, mais de l'univers et de tous les temps qu'on va devenir. Demain, on rase gratis. Mais notre ministre, entre-temps, il aura été viré et quelques mois plus tard, il publiera un livre où il nous expliquera à quel point son action au ministère de l'économie était génialissime. Au fait, j'ai pas entendu, mais j'ai vraiment dû rater l'information. Est-ce que par solidarité, il va baisser son salaire de ministre ? Bon, je vais arrêter ma petite diatribe contre le gouvernement. Bien sûr qu'en disant cela, je presse pour ma paroisse. Mais pas seulement. Je regrette que l'État se prive de recettes importantes au moment où il en a le plus besoin. Je regrette que l'État veuille faire naître des champions mondiaux tout en se privant des actionnaires. Je regrette que l'État demande de l'aide à Sanofi, mais que dans le même temps, il fustige ses versements de dividendes, en oubliant que c'est grâce à ses actionnaires que la société fait partie des leaders mondiaux de la santé. Et que dire d'Air Liquide qui met les bouchées doubles pour fournir des respirateurs aux hôpitaux ? Punir, montrer du doigt et fustiger les 33% d'actionnaires individuels d'Air Liquide, c'est quand même se fiche de la tête du monde et oublier leur part dans le développement de cette belle entreprise française. Je regrette que l'État, au final, agite des vieilles lunes idéologiques en caressant les émotions les plus malsaines de l'envie et de la jalousie pour rallier les Français à sa cause dans un but bassement électoraliste. En fait, cette crise nous montre à quel point la vision de Bruno Le Maire, comme celle de tous les politiques français, rejoint en définitive celle d'un Mélenchon. Il y a une différence de degré, mais pas de nature. L'étatisme et l'interventionnisme sont les seuls et uniques horizons de la pensée politique économique en France. Bon, ok, je vous promets, j'arrête là. En tout cas, j'aimerais bien connaître votre avis sur le sujet en laissant un commentaire sous cette vidéo. Alors, après avoir parlé des actions françaises, je vous propose de comparer la situation française avec les autres pays. Car investir dans les dividendes, ce n'est pas limité à l'investissement dans les actions françaises, fort heureusement. Je vous propose de faire un point sur les valeurs américaines. Là encore, je tiens à jour une liste des annonces concernant le versement des dividendes d'actions américaines. Au moment où je fais cette vidéo, on décompte environ 90 sociétés qui ont annoncé une annulation ou une baisse de leurs dividendes aux États-Unis. Comme on pouvait s'y attendre, de ce côté-là, jusqu'à maintenant, il n'y a pas photo avec la situation française, puisque ces 90 baisses ou coupures de dividendes se comparent à environ 4000 sociétés cotées aux États-Unis, dont environ 2000 qui versent un dividende. La part des sociétés ayant coupé ou réduit leurs dividendes rapportée au nombre de sociétés qui versent un dividende est donc infime, moins de 5%. Même en prévoyant un doublement de ce nombre d'ici à la fin de l'année, on obtiendrait 90% des sociétés américaines n'ayant ni coupé ni baissé leurs dividendes. Et au contraire, celles ayant augmenté leurs dividendes continuent à croître. Si vous m'avez suivi dans mes précédentes vidéos, vous devez connaître les dividendes aristocrates. Eh bien, sachez qu'en ce début 2020, 5 sociétés américaines ont fait leur apparition dans ce classement. Attention, cela ne veut pas dire que certaines ne vont pas en sortir, mais en tout cas, cela prouve que les États-Unis se distinguent particulièrement par rapport à la France. Alors vous le voyez, il est toujours intéressant et utile d'ouvrir son horizon, de comparer la situation avec d'autres pays. Comme hier et encore plus que jamais, les valeurs américaines sont un univers d'investissement particulièrement intéressant pour les actions à dividendes. Bon, pour finir sur ce point général, vous pourrez aussi voir sous cette vidéo la liste actualisée en temps réel des actions anglaises ayant annulé leurs dividendes. Pour l'instant, on est à 28% des actions du FTSE 100 ayant annulé leurs dividendes. Voilà, je voulais vous donner une vision complète, globale et comparative du versement des dividendes. Comme vous le voyez, premièrement, la situation française est loin d'être aussi apocalyptique à ce jour que ce qu'on nous pourrait croire au vu de la surmédiatisation des baisses ou annulations de dividendes. Deuxièmement, la France est clairement aujourd'hui la plus touchée, aidée en cela par le gouvernement et aussi sûrement par des dirigeants trop veules ou peureux au regard des résultats des sociétés en 2019. Mais il faut dire aussi à leur décharge que la différence de rentabilité entre les sociétés françaises et américaines en particulier rend la situation plus difficile en cas de choc violent comme nous le vivons. Si l'État a sa part de responsabilité, beaucoup de dirigeants ont aussi leur part de responsabilité. Alors non, l'investissement dans les dividendes n'est pas mort. Oui, l'investissement dans les dividendes est encore possible. Oui, investir dans les dividendes permet toujours de générer des revenus complémentaires. Oui, investir dans les dividendes est un bon moyen pour préparer sa retraite, préparer son avenir.
Alors certes, cette crise nécessite de faire des ajustements dans la méthode. Je vois d'ailleurs cela comme une opportunité unique de l'améliorer, de la rendre encore plus efficace. Un des éléments d'amélioration est clairement d'élargir son horizon d'investissement, en particulier aux valeurs américaines. C'est concrètement pour moi aujourd'hui un axe que j'envisage à court terme en transférant une partie de mon portefeuille PEA vers le compte titre pour investir aux États-Unis. C'est aussi pour moi un axe d'amélioration de ma méthode que j'avais prévu de faire, mais les événements actuels me poussent à aller plus vite. D'autant plus qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a vraiment de belles opportunités à saisir, d'actions formidables pour devenir rentier. Au final, j'ai la conviction que cette crise va permettre de confirmer et valider tout l'intérêt de la méthode sur le long terme. En tout cas, cette crise me confirme dans les règles de fonctionnement que j'ai établies, dans les erreurs à éviter que j'ai identifiées depuis longtemps et qui restent plus que jamais d'actualité pour investir dans les dividendes. Pour réussir plus que jamais, la sélectivité des actions à dividendes s'impose. C'est d'ailleurs ce que j'apporte concrètement à mes étudiants avec la sélection des meilleures actions à dividendes. Dans ce cadre, ma sélection est particulièrement limitée. Sur les 4000 actions présentes sur Euronext, seule une vingtaine fait partie de la liste, soit moins de 0,5% du total. Cette liste, je la maintiens à jour en permanence et plus que jamais en ce moment. J'en ai récemment supprimé de la liste, mais j'en ai aussi rajouté pour permettre d'investir en toute sérénité dans les dividendes et atteindre l'objectif de rente. Alors clairement, personnellement, je suis particulièrement affecté par la baisse des cours et des dividendes. Je pâtis d'un excès d'optimisme dans le choix de mes actions en ce début 2020. Ou plutôt, pour dire la vérité, j'ai été trop avide. J'ai fait des choix risqués. C'est ce type de choix qui en 2016 m'avait permis d'avoir une performance de mon portefeuille de plus 41%. Si ça a marché en 2016, cette année c'est l'inverse, puisque je suis à moins 35% sur l'année 2020. En tout cas, j'assume entièrement le risque que j'ai pris et je n'ai jamais conseillé à personne de me suivre dans mes choix. J'ai aujourd'hui clairement une faible visibilité sur mes revenus de dividendes 2020. Mais même si cela va déplaire à mes détracteurs, je ne vais pas me laisser faire et je compte bien atteindre des revenus comparables aux années précédentes, même si je ne vais pas certainement pouvoir réitérer l'exploit de l'année dernière. Quoique, on verra. En tout cas, je vous tiendrai au courant. J'ai quand même reçu déjà plus de 8 000 € de dividendes cette année. Plus que jamais, aujourd'hui, pour moi, j'ai deux priorités. D'abord, aider mes étudiants à surmonter ce moment difficile en les accompagnant dans mon groupe privé et en leur apportant un horizon d'investissement plus large, en particulier avec les actions américaines. J'y mets toute mon énergie. Ensuite, gérer mes portefeuilles pour garantir un niveau de revenus de dividendes élevé cette année. Alors, que faire en cette période? Faut-il investir en bourse en ce moment? Est-ce que c'est le bon moment d'investir? Alors clairement, cela dépend de votre situation, en particulier celle de savoir si vous avez déjà investi ou pas. Alors prenons déjà le premier cas. Vous avez investi récemment en bourse. Voici par exemple un mail que j'ai reçu de Johan récemment. Bonjour Bertrand, en novembre 2019, j'ai investi 15 000 € suite à une de tes vidéos. J'ai acheté des actions Air France, Iliad, Valorec, Engie, Sanofi, Danone, Total. Ma femme est très en colère de mon investissement raté. Aujourd'hui, il me reste 10 000 € et je n'ai plus rien dans mon livret A. Que me conseilles-tu? Alors déjà, je précise que ce Johan n'est pas un de mes étudiants car il a investi dans des actions à dividendes qui majoritairement ne sont pas celles que je conseille. Qu'est-ce que je peux répondre à cela? Déjà, investir en bourse doit se faire sur un horizon de long terme. Si au bout de 6 mois, vous avez l'intention de vendre vos actions en cas de baisse, alors autant ne pas investir en bourse. D'autre part, par rapport à votre femme, dites-lui que si vous aviez acheté une voiture neuve, eh bien vous auriez perdu bien plus. Je suis sûr qu'elle n'aurait pas vu qu'une voiture neuve, le jour où vous l'achetez, elle perd 20% de sa valeur. Et encore plus dans le temps. Alors l'autre possibilité, bien sûr, c'est aussi de ne pas en parler à votre femme. Mais là, je vous laisse seul juge. Concrètement, dans un cas comme celui-ci, je conseillerais de ne surtout rien faire à court terme et de ne pas vendre. Profitez-en! Cette période est opportune pour se poser, définir ses objectifs, son plan de construction de portefeuille, ses règles de fonctionnement. Pourquoi acheter telle ou telle action? Pourquoi vendre? Pourquoi ne pas vendre? Comment équilibrer? Comment diversifier son portefeuille? Toutes ces questions qui sont à la base de l'investissement boursier. Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore investi et qui hésitent encore, vous vous posez sûrement la question de savoir si c'est le bon moment pour investir en bourse.
Alors clairement, je n'ai pas de boule de cristal. Vous savez, la bourse, finalement, c'est assez simple. La bourse, c'est juste le reflet de la vie économique. Les financiers ont l'art de vous faire croire que c'est compliqué, mais en fait, c'est aussi simple que cela. Alors, quand la vie va, viva de Candia. Je voulais dire que quand la vie va, la bourse va. Et inversement, quand la vie s'enrhume, eh bien, la bourse éternue. Sur le long terme, le cours des actions est étroitement corrélé aux bénéfices des sociétés, eux-mêmes étroitement corrélés à la croissance économique. La baisse des cours actuels est donc totalement justifiée par une prévision de baisse importante de la croissance économique pour cette année. Alors c'est simple, si vous croyez que la vie est plus forte que la maladie, si vous croyez que l'on va se sortir de cette crise sanitaire, alors clairement c'est le bon moment pour investir en bourse. Un moment comme cela, il en existe une fois tous les 10 ans. Attention, soyons clairs, je ne sais pas si c'est le meilleur moment, mais ce que je dis, c'est que c'est un bon moment si vous croyez en la reprise. Je vous ferai grâce de la comparaison avec les crises précédentes de 2000 ou 2008 et les importants gains réalisés par ceux ayant investi au plus bas. Je vous rappellerai juste un chiffre, car de ce point de vue, les statistiques sont formelles. Si vous pensez que les cours vont monter tôt ou tard au niveau précédent, une baisse de 30% du marché qui est résorbée se traduit par un gain de plus 50%. Si vous pensez qu'on retrouvera le niveau d'avant la crise en 5 ans, cela correspond à une performance moyenne annuelle de plus 8%. Si vous pensez qu'on retrouvera le niveau d'avant la crise en 3 ans, cela correspond à une performance moyenne annuelle de plus 14%. Et si vous croyez qu'on retrouvera le niveau d'avant la crise en 2 ans, cela correspond à une performance moyenne annuelle de plus 22%. Alors si vous n'investissez pas à ces niveaux, vous avez 2 raisons. Soit vous pensez que les niveaux actuels ne vont jamais être atteints de sitôt, soit vous ne voulez pas d'une performance moyenne annuelle comprise entre plus 8% et plus 22%. D'autant plus qu'en cette période, il y a quand même de belles affaires à faire. De belles valeurs à dividendes ont été tout simplement massacrées. Le rattrapage a d'ailleurs été aussi rapide que la chute, avec par exemple une action comme Total qui a repris plus 60% en quelques jours. Mais attention, l'investissement boursier n'est pas fait pour tout le monde. Il faut être à la fois prêt à investir sur le long terme, c'est-à-dire au minimum 10 ans, et surtout ne pas avoir besoin des liquidités à court terme. D'autre part, ne vous précipitez pas. Je vous invite clairement à prendre votre temps, à apprendre et connaître les règles de fonctionnement de la bourse avant d'investir. Prenez ce temps de confinement pour lire, pour apprendre, vous former. Vous pouvez bien sûr le faire avec moi, mais aussi avec d'autres, comme par exemple Tony Robbins. Si vous voulez investir dans les dividendes, apprendre, comprendre, cela signifie concrètement répondre à des questions simples. Quelle action acheter? Comment choisir entre des actions à haut rendement et les autres? Entre 2 actions qui ont le même rendement, laquelle choisir? Quels sont les critères à prendre en compte, sachant qu'il y a toujours des avantages et des contreparties à choisir l'une plutôt que l'autre? Comment diversifier? Combien investir dans chaque action? Quand acheter et quand vendre? Comment prendre en compte la fiscalité? Que faire en cas de baisse du dividende? Comment arbitrer? Faut-il investir petit à petit? Si vous savez avant d'investir comment répondre à toutes ces questions, eh bien croyez-moi, vous surmonterez toutes les crises et vous profiterez de toute la performance de la bourse à long terme. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à toutes ces questions et en tout cas, j'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sous cette vidéo. Bon, je vous laisse, j'ai plein de boulot pour dénicher des actions à dividendes formidables aux États-Unis et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais surtout, portez-vous bien